Alors peut-être. Et finalement, pourquoi pas? On vous voit, hein. Vous et moi avec, les connaisseurs autoproclamés, derniers de leur classement MPP, les mecs de chiffres et pas d'instinct. On avait prévu le pire, le meilleur se produit. Bienvenue chez 11e art. J'ai même vu Alex commencer à dessiner un portrait de Deschamps pour se le faire tatouer. Alors oui, on s'est gouré. Bien planté, bien comme il faut. Comme un socialiste en 2002 qui se dit que ça vaut pas la peine d'aller voter. Mais vous savez quoi? Oui, je pensais qu'on allait se vautrer. Je pensais qu'on allait être ridicule. Les blessés et le non-appel de Martin Terrier allant de mon côté. Mais on s'est planté, je l'ai dit. Deschamps a fait du Deschamps et tant mieux. Je suis né dans le foot de nation, bien avant l'analyse de la cellule data de Brentford ou de la dénonciation du fonctionnement honteux du SCO. Ce qui m'intéressait, c'était le foot. Juste le foot. La fougue de la Corée, l'instinct de survie du Cameroun, les oppositions continentales et l'amour du maillot. Vouloir se tuer pour son meilleur pote et créer une secousse sismique dans un pays juste grâce à un but, c'est ça qui m'intéressait. Et je me suis gouré là. Le nez dans les chiffres, les stats, les analyses et les je sais mieux que toi. Je me suis gouré car j'ai oublié que ces compétitions, c'est pas du foot. Enfin, plus comme je l'entends maintenant. Enfin, en fait, c'est ça vraiment le foot. Bref, je me comprends. C'est du foot avec moins de tactique, moins de certitude étalée sur 7 mois de compétition. C'est de l'émotion, de l'envie et du talent, pur et seulement du talent. Et finalement, c'est ça qu'on aime. Ah oui, t'aimes ça, mon salaud, hein. Les sentiments d'injustice, pas le meilleur qui gagne, du beau jeu, pas toujours, de la triche parfois, de l'émotion tout le temps. Alors je suis ravi de m'être gouré. On verra où vont les bleus, mais peu importe. Avec ces matchs, c'est déjà une génération de gamins qui se sont créés des souvenirs. Différents des nôtres en 2006 pour moi, mais des souvenirs fondateurs, des souvenirs qui leur feront aimer le foot. Et ces hommes, à tout jamais. Leurs Kylian, Tchouaméni, Dembélé seront nos Zidane, Thierry Henry, Ribéry. Oui, c'est déjà ça de gagner. Ils les auront, les souvenirs. J'avais peur que Deschamps prenne en otage la mémoire de toute une génération. RIP ceux nés en 2000 qui ont attendu la majorité pour vibrer. J'en avais peur. Franchement, qu'une génération soit privée d'émotions, mais c'est bon. On verra, bien sûr on verra, mais au moins, c'est déjà ça. Bonjour à tous, merci de nous suivre sur 11e art. On est évidemment ravis de vous retrouver. Je suis avec deux experts ce soir en direct, deux puristes. Le premier, la première fois qu'il a fait l'amour, on avait trouvé un vaccin contre le sida. C'est dans 10 ans, il en aura 22. Ça va, Zach? Écoute, ça va nickel. Merci pour l'intro. En relisant cette intro, je me suis rendu compte que c'était incompréhensible. Ouais, je sais pas trop où t'as voulu en venir, mais... je voulais juste dire que la première fois que t'allais faire l'amour, c'était dans 10 ans et je suis ravi d'avance. Ouais, mais me parle pas de sexualité, moi je suis trop jeune encore. Désolé, c'est vrai. Tu sais comment on fait. Bref, allez, on abandonne. Bref, non, viens, on en parlera en privé. Le deuxième avec lui, son frère avait fait un documentaire sur lui, mais ça ressemble quand même vachement à un vlog d'un mec qui a fait de la musique pour s'en sortir. Ce sera bientôt sur Prime s'il perd. Ça va, Motas? Ouais, écoute, ça va. Hein. J'attends, j'ai déjà signé les droits d'auteur avec moi-même pour être sûr de récupérer beaucoup d'argent et puis on verra bien. Et j'espère que tu auras le même succès que ce cher Aurélien. Les gars, on a un beau programme aujourd'hui qui nous attend. Comme d'hab, on a nos chroniqueurs de luxe, Thibaut Leplat et Jean-Baptiste Guégan, qui vont nous faire une petite chronique. Je vous propose qu'on revienne très rapidement, juste 2 minutes, sur la journée d'aujourd'hui où on a eu plutôt des beaux matchs. Bon, ça fait chier qu'on ait plus 4 matchs séquencés par jour, histoire de vraiment pas bosser du tout. Mais on a eu quand même 4 beaux matchs avec enfin les premières affiches des 8e de finale qui sont sorties. Est-ce que vous avez un mot à dire rapidement sur ces matchs-là? Ouais, on a vu la qualification du coup du Grand Satan dans l'ultime confrontation, la guerre des mondes. Honnêtement, vu ce qui se passe en Iran, moi j'aurais préféré un petit clin d'œil au peuple iranien, mais j'en ai pas grand-chose à foutre des Américains, on va pas se mentir. Mais footballistiquement, si je devais rester froid comme une glacière, honnêtement ils méritent hein, quand même. Ils ont été au-dessus sur leur première mi-temps. Et puis évidemment ravi de la victoire du Sénégal et de sa qualification. Mais je te rejoins un peu sur les États-Unis, c'est compliqué de séparer les deux, mais c'est vrai que footballistiquement, je pense que l'équipe états-unienne est peut-être plus excitante à voir en 8e, même si on aurait aimé pour l'émotion que l'Iran y aille. Mais après, si je dis pas de conneries, moi je connais pas grand-chose en foot, mais vu que l'Iran est 3e, je crois que du coup ils sont reversés en Europa League. Enfin, bref, c'est exactement ça. Ils jouent contre le Sheriff Tiraspol, je crois là. Ah oui, c'est ça. Ouais. Zach, t'as un mot à dire sur les matchs de la journée?
Bah écoute, je suis d'accord avec Thomas. J'aurais espéré aussi l'égalisation de l'Iran, mais bon, je trouve qu'ils n'ont pas fait enfin, ils ont pas fait les efforts. Enfin, peut-être pas les efforts, mais en tout cas, ça poussait pas assez à la fin pour donner une égalisation. Et ouais, très content de la qualif du Sénégal pour le coup, qui a vraiment bien abordé le match, qui a mis une pression de fou dès le début. Ils ont fait une énorme première mi-temps. Et vraiment, je pense que le fait de devoir aller chercher la victoire par rapport à des Équatoriens qui devaient assurer le nul, ça les a peut-être poussés à aller chercher ce résultat. Et franchement, bravo à eux. Ouais. Et bon coaching aussi du coach américain, je pense, qui a bien sécurisé le truc à la fin. Et c'est vrai que les Iraniens semblaient un peu courts physiquement pour aller chercher quelque chose. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que ça commençait à tomber un peu facilement en fin de match, que ça cherchait plus Ah la là, le faute dernier, que Ouais, les pénaux à la fin, là, ça forçait un peu. ouais, un petit peu. Les gars, je vous propose qu'on commence comme d'hab, entre guillemets, comme d'hab, comme si on avait l'habitude depuis 3 mois, mais comme d'hab depuis le début de la Coupe du Monde, avec celui pour qui les détails n'en sont pas, et Monsieur Thibaut Leplat va revenir sur le nouvel hymne des Bleus et peut-être la chanson qu'on va entendre pendant tout Noël. Thibaut, aujourd'hui, tu as voulu te replonger un petit peu dans ton enfance, dans ton adolescence, et tu as voulu nous parler un petit peu de musique. Ouais, je fais un peu l'ancien là. Bon, je suis là pour ça. Avec une question pour démarrer. Peut-on se libérer de ses désirs? Ah, vous avez peut-être un jour sué très fort sur un sujet ressemblant. C'est un grand classique de l'année de terminale. Alors, comme il faut bien que cette chronique serve à quelque chose, je vais vous donner un conseil. Si vous voulez briller dans vos copies, n'hésitez pas à utiliser de bons exemples pour illustrer vos brillants arguments. Et là, l'équipe de France vient de nous en offrir un idéal. Allez voir sur YouTube la dernière vidéo de la FFF dans le vestiaire des Bleus à la fin du match contre le Danemark. Vous verrez les joueurs accrochés les uns aux autres reprenant un vieux tube de 1997, Gala, Freed from Desire. Pourquoi c'est un bon point de départ de disserte? Parce qu'elle dit un truc simple qu'on va pouvoir ensuite discuter. Je cite: Je suis libéré de mon désir, mon esprit et mes sens sont purifiés. Et évidemment la traduction. Question simple, qu'est-ce que ça fait d'être libéré du désir? C'est pas un peu chiant en fait, une vie sans désir? Ça, c'est un des autres problèmes de la Coupe du Monde en hiver, c'est-à-dire qu'on peut même pas profiter des cours de philosophie de Thibaut Leplat en été au moment du bac. Heureusement qu'il reste encore le bac blanc, et du coup, tu vas peut-être pouvoir nous expliquer quel est le rapport avec l'équipe de France? Bah, le rapport, c'est que si on choisit de prendre au sérieux ce que hurlent les joueurs français dans le vestiaire après le Danemark, on risque de faire des découvertes intéressantes. Bon, ma théorie, c'est que ce petit rituel de victoire, somme toute assez classique, en dit beaucoup plus que ce qu'il prétend. À première vue, bien sûr, c'est un choix aléatoire. Ça aurait pu tomber sur Maître Gims, PNL ou Bézu, c'est tombé sur là. On peut se dire ça, effectivement, et conclure que passer sa vie à réfléchir à tout doit être vraiment très chiant. Dans ce cas-là, avancez, éteignez cette chronique, je peux plus rien pour vous, on peut pas forcer les gens à philosopher. En revanche, si vous acceptez de réfléchir un petit peu sur le sens de tout ça, on est en droit de penser que sous ce hasard apparent, il y a un trésor de signification à explorer. Bon, t'as de la chance, je suis encore là, donc disons qu'on part plutôt sur la deuxième option. Vas-y, je t'écoute, pourquoi les joueurs ont choisi cette chanson? Pourquoi? Je sais pas. En revanche, ce que je peux essayer de faire apparaître, c'est le sens de ce choix-là, ce qu'il dit de leur état d'esprit. Faisons un petit exercice. Prenons l'étymologie du mot désir. Ça vient de quoi ce mot? Ça vient curieusement de desideratio. Sideratio, c'est le fait en latin de regarder sidus, qui sont les étoiles. Désirer, c'est donc l'action de ne plus regarder le ciel, d'avoir la nostalgie de l'étoile qu'on admirait. C'est pas mal, non, pour une copie? Et là, évidemment, en contexte de Coupe du Monde, ça change la perspective. Chanter Freed from Desire, nanana, nanana, etc., c'est célébrer la libération de la nostalgie. Enfin, ils sont heureux. Enfin, ils ne désespèrent plus. Enfin, nos hommes ne vivent plus que de freedom and love. Et ça tombe bien, les femmes ont été invitées à passer quelques jours avec les héros français. C'est l'heure du freedom et du love, justement. Eh bien, Thibaut, on se demande ce que t'as fumé avant de venir. Allons droit au but, dis-nous quel est le détail du jour. Ouais, le détail, c'est que 20 ans plus tard, on va peut-être enfin écouter les paroles de cette chanson. Parce qu'il faut avouer qu'à part le nananana, paroles que même les enfants de 5 ans peuvent chanter, personne n'a jamais pris ce tube au sérieux. Et oui, même moi qui l'ai connu à sa sortie, j'avais le single et tout, je l'avais acheté, je me souviens, je le chérissais. Je n'ai jamais vraiment compris ce que Gala disait dans cette chanson. Je crois qu'elle non plus d'ailleurs. Mais à l'époque d'avant Google, on s'en fichait un peu, le yaourt, c'était la langue la plus universellement partagée. Et pourtant, Freed from Desire est particulièrement éclairante quand on pense au contexte dans lequel est arrivée l'équipe de France au Qatar. Rappelez-vous l'incroyable succession d'affaires et de scandales depuis septembre. Pogba, Marabout, Prime, Sexto, procès Mendy, affaire à la Fédé, brassard LGBT, boycott, etc. Cette chanson réapparaît en fait comme une libération. Débarrassée des encombrants désirs de notoriété, d'argent, de pouvoir,
les Bleus ont enfin retrouvé l'amour et la liberté. Et ça fait une bonne conclusion en plus. Et jusqu'où, du coup? Bah, moi, quand je les vois comme ça, je me dis, ils sont capables d'aller au bout. Hein. Après, je veux dire, c'est que j'avais dit aussi qu'ils passeraient pas les poules, donc je peux te dire, comme je suis Ah perspicace. bah ça, t'inquiète pas, le jeu des pronostics, a priori, on s'est tous gourés. On avait tous Voilà, annoncé à 11e art que, voilà. que la France sortirait pas des poules et serait exterminée par le Danemark. Donc, mais t'inquiète pas, on va se rattraper à partir des 8e de finale et ce jusqu'au bout de la compétition. Merci Thibaut et on se retrouve demain. Ciao. Merci à toi, ciao, ciao les gars. Bon bah comme d'hab, une grande expertise de Thibaut. Préparez-vous parce que je pense que maintenant tout le monde a Fit from Desire dans la tête, donc préparez-vous bien parce qu'on va l'entendre, j'espère, pendant tout le mois de décembre si la France va encore un peu plus loin, parce que je pense que ça a tourné pas mal dans le vestiaire et dans vos oreilles. On va enchaîner les gars juste après avec notre expert, notre ami Jean-Baptiste Guégan qui va nous parler du match qu'on appelle plus communément le match des coiffeurs. Pas pour tous vu que la Tunisie va vouloir aller chercher des choses et donc évidemment il va parler du match Tunisie-France. JB, première question, puisque aujourd'hui se joue en même temps le Australie-Danemark à fort enjeu sportif et en même temps le Tunisie-France. Tu vas regarder lequel des deux, toi? Moi, je vais regarder la France parce que les Australiens, honnêtement, me laissent complètement indifférent. Et un bon Australien, c'est un Australien qui est de retour chez lui. C'est la version soft, ça. Voilà. Non, mais on aime beaucoup les Australiens, mais chez eux. Ouais. Très bien. Bon, donc Tunisie-France, qui représente aussi un certain enjeu diplomatique. On sait que C'est la famille. C'est la famille. Ouais. Parle-en à Alex. Bah là, ça doit être dur. Hein. Il y a des binationaux qui vont être déchirés. Hein. C'est comme si Ouais. c'était du Maroc. Hein. Alors, je parle pas de l'Algérie parce que l'Algérie n'est pas là. Hein. On pense à eux. D'ailleurs, ils ont bien le seum. On n'en parle pas assez de ça. Hein. On a quand même des médias nationaux algériens qui ont refusé de parler de la victoire du Maroc. C'est assez énorme. Celle-là, on l'avait pas vu venir. Mais non, pour en revenir à la Tunisie, bah effectivement, c'est l'ancienne colonie contre son ancien protectorat. Bon, mais en dehors de l'arrière-plan colonial qui est bien loin maintenant, c'est deux pays extrêmement liés. La Tunisie a toujours été un pays très ouvert sur la France. C'était probablement le plus francophone des trois et le plus proche finalement en termes d'ouverture de sa société, notamment sur la condition des femmes. Affronter la Tunisie et finalement être le pays qui va les éliminer, ça fait mal au cœur. Bon après, si on met Steve Mandanda, on leur donne quand même une vraie chance. C'est dur. Et encore, on pourrait jouer avec Tahiti Bob Gendouzi. C'est vrai. Là, Et là, je crois que là, t'es en train de faire du clubisme, là, je crois. Ouais, pas du tout. Moi, attends, je te rappelle que Steve Mandanda est un très bon joueur du Stade Rennais. Et que on a tendance à oublier que la Bretagne aussi, elle compte dans cette Coupe du Monde. Certes sur le banc, mais elle compte. Mais bon, non, pour en revenir au match, ce qui va être intéressant, c'est que on va avoir une vraie équipe joueuse en face parce que la Tunisie est quand même sympa à avoir joué. On les avait vus contre le Brésil. Alors leur début de Coupe du Monde n'est pas extraordinaire, mais ça reste une opposition. Et à mon avis, on n'a pas intérêt à faire trop les malins parce que eux, ils vont jouer quelque chose. Nous, on va envoyer notre équipe de coiffeurs avant peut-être le retour de Karim Benzema. On n'y croit pas du tout. Je ne sais pas s'il est vraiment blessé. On n'y croit pas du tout. Voilà, non, ça va être un match intéressant. La seule chose qui est à craindre, parce qu'on l'a vu avec le Belgique-Maroc, c'est que derrière, les diasporas, s'il y a une victoire de la Tunisie, en viennent avoir des images qu'on a trop souvent vues, c'est-à-dire des images de débordement relativement insupportables. Et en dehors de ça, on fait confiance aux Tunisiens pour que ça se passe bien et aux Français pour être intelligents. Bien sûr. Si on peut voir un vrai match de foot, franchement, ce sera cool. C'est quoi, de manière plus globale, la stratégie de la Tunisie en termes de soft power à travers le sport? Est-ce qu'il y a une vraie stratégie derrière tout ça ou pas du tout? Comme on m'a parlé du Maroc l'autre jour. Ouais, depuis 10 ans, la Tunisie a plutôt régressé de ce côté-là. Aujourd'hui, parmi les pays du Maghreb, celui qui a la stratégie la plus organisée, c'est le Maroc. La Tunisie est plutôt en retrait, alors qu'avant, je suis d'accord avec toi, elle avait une vraie stratégie dans le sport qui était organisée, etc. Là, depuis les printemps arabes, l'effondrement du régime de Ben Ali et la parenthèse finalement Enarda en Tunisie, ça n'a pas aidé. Tu rajoutes l'inflation et tout le reste aujourd'hui. Sportivement, c'est plus forcément ce que c'était. C'est vraiment le Maroc. Sujet prioritaire.
Ouais, bah, c'est plus aussi important que ça n'était, et puis une bonne partie des élites n'est plus forcément en Tunisie. On voit de vraies crispations qu'on n'avait pas forcément avant. Après, ça reste un pays magnifique, c'est un pays superbe, c'est un pays qui a finalement énormément d'espoir en l'avenir, mais c'est moins flamboyant il y a quelques années. Très bien. Bon, bah écoute, j'avoue que je suis un peu comme toi, le Australie-Danemark ne va pas m'attirer plus que ça. Je pense que je serai quand même devant notre chère équipe de France pour ce Alexandre Benyanya-Iko. Allez, merci JB et à demain. Encore un grand merci à JB qui nous accompagne pendant toute la Coupe du Monde avec ses analyses pointues et précises, grand géopolitologue devant l'éternel. Maintenant, on va revenir à toi, mon cher Motas, pieux devant l'éternel. Motas va s'intéresser au FC Bible contre le AC Jésus, Argentine-Pologne, deux peuples très catholiques. C'est ça. Parce que ce soir, comme vous le savez, c'est le Catholico, Argentine-Pologne. Et quelques jours avant le début de la Coupe du Monde, à Buenos Aires, Rosario et dans les autres points de rassemblement de supporters locaux, la majorité des gens croisés partageaient la même vision. Cette année, ce sera pour nous. Et si en France on mise majoritairement sur l'augmentation du niveau de son équipe en compétition officielle, mijotée à la sauce Mbappé, ou qu'au Brésil, c'est l'armée offensive des To Be Free façon 2022 qui sert d'argument principal pour envisager la victoire finale, en Argentine, on est nettement moins rationnel. Cette année, ce sera pour nous et c'est le ciel qui l'a décidé. Adepte de signes en tout genre, comme le départ récent de Maradona dans l'escalator final, dont la main a rejoint son créateur, ou l'adieu presque prévu de Messi, que Jésus devrait habiter le temps d'une compétition de foot, au pays, on n'imagine pas la 3e victoire dans Coupe du Monde de l'Albi Céleste sans intervention divine. Pays d'origine de l'actuel pape François, le catholicisme est quasi religion d'État. Bien que sa constitution garantit la liberté de culte, et qu'il a été retiré l'obligation du rattachement de l'Église catholique de son ou sa président-présidente, elle atteste dès l'article 2 le soutien du document au clergé. L'État subventionne aujourd'hui 100% de salaire des évêques et tout l'enseignement catholique, ce qui représente à peu près 40% du système éducatif argentin. Bien qu'une majorité des têtes pensantes du christianisme sur place soient vues comme des rigoristes, il reste en mémoire de tous la statue fœtus déployée pour encadrer l'immense messe contre la légalisation de l'avortement devant la basilique de la Vierge de Luján en mars 2020. Comme partout, mesure existe chez le Kidam et le catholicisme peut aller de pair avec une forme de progressisme. En atteste son représentant numero uno, Pape François lui-même, critiqué par une partie des évêques de son pays d'origine pour ses déclarations en faveur du mariage homosexuel. Bon, après, il s'est bien radicalisé concernant l'avortement. Mais Dieu est bien le numéro 12 sur le terrain et dans la société argentine. Alors que faire quand de l'autre côté c'est la Pologne? Car coincé à l'est entre un bloc orthodoxe et à l'ouest entre un ensemble de démocraties libérales plus portées vers un modernisme laïque que vers des traditions chrétiennes, l'affirmation religieuse dans sa dimension fondamentale y est plus que présente. Et par fondamentale, au même titre qu'en Argentine, il ne s'agit pas de définir les pratiques individuelles du citoyen lambda, mais de percevoir le lien resserré entre autorité religieuse et État polonais. En 2016, par exemple, fait unique, il mettait en place une 5e branche à son armée, les forces de défense territoriale, chargées, communiqué officiel à l'appui, de renforcer les bases patriotiques et chrétiennes du système de défense et des programmes de forces armées pour que la foi des soldats polonais soit les meilleurs garants de la défense du pays. Bref, il remettait l'église au centre du village. Évidemment, personne ne l'avait attendu. Je vous remercie. Au-delà de voir les 22 acteurs faire les mêmes signes après chaque but, c'est toute une église qui sera divisée entre deux pays qui ont fait du catholicisme un parfait serviteur du nationalisme local, toujours exacerbé en période de Coupe du Monde. Ce match à 20h, ce sera donc Dieu contre Dieu, et bien qu'il soit le seul à qui je veux bien concéder don d'ubiquité, il risque de se mettre une partie de ses fidèles à dos. Bref, à suivre. Merci beaucoup Thomas, c'est intéressant comme point de vue pour analyser le truc, mais du coup tu n'as aucune réponse, on sait pas trop de quel côté Dieu va se positionner. Toi Dieu Zach, t'es plutôt Dieu Pologne ou Dieu Argentine? Bah écoute, je vais être Dieu Argentine là déjà pour qu'on évite de les croiser dès les 8e de finale et qu'on attende un peu. Mais écoute, après, seul Dieu a la réponse du coup du résultat du match, donc moi je vais pas me prononcer, sinon c'est l'inverse qui va se produire de toute façon, donc voilà. J'en ai vu des mecs avec des réponses politiques comme ça, soit dans 5 ans, soit il est footballeur, soit il est homme politique.
Mais justement, on va finir avec le petit, parce que d'ailleurs, faut que tu ailles te coucher. Zach, toi, tu t'es intéressé à la colonne vertébrale d'une équipe qu'on pourrait rencontrer potentiellement en huitième de finale, l'Arabie Saoudite. Et cette colonne vertébrale, c'est le club d'Al Hilal. Écoute, c'est ça. Et avant de commencer, moi, je voulais revenir sur la folle rumeur Cristiano Ronaldo de ces derniers jours. Le club d'Al Nasser aurait proposé un contrat de pas moins de 215 millions d'euros sur 3 saisons pour s'attacher les services du Portugais, similaire à l'offre de 245 millions formulée par le grand rival Al Hilal il y a quelques mois. Et c'est de ce club que je vais parler. Alors moi, je vous avoue que je ne crois pas du tout à cette rumeur, mais c'était un moyen d'introduire ma chronique. M'en voulez pas si je force à continuer de surfer sur la hype saoudienne, mais bon, en même temps, on reparlera plus de ce pays avant 2029 et l'accueil des JO asiatiques d'hiver dans leur Val d'Isère version saoudienne flambant neuf à 500 milliards. La planète et les ouvriers s'en réjouissent d'avance. Maintenant, j'en reviens au foot. À moins qu'un de leurs journalistes rentre dans une ambassade. Là, on pourrait reparler d'eux. C'est ça, à voir. Mais maintenant, j'en reviens au foot et à Al Hilal, club le plus titré d'Arabie Saoudite, couronné 18 fois en championnat et 4 fois en Ligue des champions asiatiques, dont 2 fois sur les 3 dernières éditions. On peut dire que le club de la ville de Riyad n'est pas étranger au succès saoudien contre l'Argentine, puisque 12 joueurs de la sélection y évoluent pour ce mondial. Parmi eux, des joueurs que j'ai pris plaisir à découvrir comme Mohamed Kano, dont la gestuelle a tendance à me rappeler des airs de Paul Pogba, ou le meilleur gardien moustachu connu à ce jour, je ne parle pas d'Alisson Becker mais bien de Mohamed Al-Owais, qui lui continue d'assumer la moustache. Sans oublier Al-Sheri et Al-Dossari, qui ont fait trembler les filets et le peuple argentin lors du match d'ouverture. Si c'est un club que peu d'entre nous connaissent vraiment bien, à part Tom, j'en suis sûr, on retrouve des grands noms comme l'ancien de United Odion Ighalo, l'ancien de Porto Moussa Marega, ou le Brésilien Mateus Pereira qui avait mis la Championship à ses pieds il y a 2 ans avec West Brom. Sur le banc, on peut dire que le club de la ville de Riyad est également doué pour attirer des grands noms, puisqu'on retrouve un casting XXL ces dernières années. Je peux citer Mario Zagallo qui a entraîné Al Hilal lors de la saison 1978-1979. Et rien que sur ces 10 dernières années, Antoine Comboiré, Zlatko Dalic, Georges Jesus ou plus récemment Leonardo Jardim sont passés sur le banc du club. Je me dois également de mentionner le passage sur le banc de Sami Al-Jaber entre 2013 et 2014, véritable légende du club qui aura marqué le football saoudien de son empreinte. Au-delà de ses 143 buts en 305 matchs avec Al Hilal, il fait également partie de l'histoire de la sélection saoudienne, en ayant permis à son pays d'arracher sa première qualification en Coupe du Monde en 1994, grâce à un triplé lors du match décisif face à l'Iran. L'Arabie Saoudite réussit même l'exploit d'atteindre les huitièmes de finale lors de cette édition du Mondial, une performance jamais reproduite, mais qui sait, le sera peut-être demain. S'il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs saoudiens de l'histoire, un buteur français a plus récemment atteint le stade de légende d'Al Hilal. Les gars, une idée ? Pas du tout. Eh ben écoute, je parle de Bafé Gomis, qui en seulement 3 ans et demi... j'ai hésité en plus à le lâcher. Et ouais. Ça, c'est trop facile de dire ça après. Ouais, mais moi j'ai toujours, c'est juste après. On m'appelle Monsieur Presque. Waouh. Et bah écoute, du coup, je parle de Bafé Gomis qui, en seulement 3 ans et demi, a marqué le club de ses 115 buts en 154 rencontres, ainsi que de sa légendaire célébration de la Panthère. Et en 2019, il est le principal acteur de la victoire en Ligue des Champions asiatiques. Il atteint d'ailleurs le statut de légende, en particulier grâce à un triplé contre le rival Al Ahly en 8e de finale. Et il a même marqué en finale lors du match retour, mettant fin à une disette de 19 ans sur la scène continentale pour Al Hilal. Comme le prouvent ses performances récentes, le club d'Al Hilal s'est imposé comme un des clubs majeurs de la zone Asie. Porté par ses joueurs de Riyad, reste maintenant à Hervé Renard et sa sélection de faire de même pour écrire de nouveau l'histoire de l'Arabie Saoudite. Merci Zach pour cette chronique, et c'est vrai que tu fais bien, c'est cool de faire un zoom sur ces clubs qu'on connaît pas parce que c'est des régions du foot qu'on regarde pas trop. Et Bafé Gomis, il parlait de ça récemment en disant que là-bas le foot c'était une dinguerie et qu'il pouvait pas faire 3 pas à Riyad sans se faire arrêter par les fans qui étaient complètement fous de foot. Et moi je pense que l'histoire de l'Arabie Saoudite elle est déjà pas mal écrite avec cette victoire sur l'Argentine. Toi, Thomas, si je te demande un petit avis, tu préfères rencontrer l'Arabie Saoudite ou la Pologne ou l'Argentine en 8e si tu avais le choix ? Moi, comme j'ai un âge plus avancé que le vôtre, j'ai découvert le football en 98 avec un France-Arabie Saoudite 4-0 et forcément, ça me rappellerait des souvenirs. En plus de ça, c'est une opposition de style.
je pense que même pour eux, ça doit être quelque chose de rencontrer le champion du monde dans leur région du monde, entre guillemets. Donc non, moi j'aimerais bien jouer l'Arabie Saoudite. Et par contre, je voulais juste te corriger sur quelque chose, Jules. C'est que je viens de recevoir à l'instant un texto de Tom Abadi qui me dit « Dis à Jules de ne plus jamais dire ça, je suis pour Al-Shabaab depuis toujours, tout le monde le sait, et cette année, le titre, c'est pour nous. » Donc voilà, je tenais à le dire parce qu'il m'a demandé de le dire là à l'antenne pour lui. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas un championnat où Tom n'a pas un voire deux clubs, c'est très compliqué à gérer. Et toi, très rapidement, avant qu'on conclue, Zach, si tu pouvais choisir un adversaire pour la France, lequel te plairait le plus? Après, c'est vrai que pour passer plus facilement, entre guillemets, en quart de finale, ce serait mieux d'affronter la Pologne ou l'Arabie Saoudite. Mais à choisir, moi, je serais pas contre un petit France-Argentine quand même, pour la beauté de l'affiche et vu l'état de forme argentin qui m'a vraiment pas impressionné sur ces 2 premiers matchs, je pense vraiment qu'on partirait favori et qu'ils sont largement prenables. Ouais, histoire d'avoir un second poteau Koundé, ça peut le faire. France-Pologne, tu sais, ça sent le piège. Je sais pas comment expliquer, mais c'est trop, tu vois. Je suis un peu d'accord avec toi, c'est ceux qui paraissent les plus faibles et ils peuvent nous mettre une saloperie avec un Lewandowski qui va te mettre 2 buts de rat. Merci à vous deux les gars pour vos chroniques de qualité une fois de plus. Merci à Thibaut et JB de nous accompagner durant toute la compétition et merci à vous tous de continuer à nous suivre et à nous soutenir. J'oublie pas non plus évidemment Monsieur Sepp Blatter, Michel Platini, Zinedine Zidane et Nicolas Sarkozy entre autres, sans qui tout cela n'aurait jamais été possible. Une Coupe du Monde dans le désert, dans un pays qui enferme les homosexuels et bat les femmes, bravo. Le tout en hiver et sans boycott, il fallait le tenter, même les nuls n'en ont pas fait un sketch, quelle audace. Nous les gars, on se dit à demain pour une nouvelle émission. On va essayer d'apprendre plein de nouvelles choses malgré le contexte. Allez, ciao.